À Venise, j'avais trouvé une forme extraordinaire vendue dans des magasins d'art. Cette sculpture, appelée la forcola, était en fait la pièce maîtresse de la gondole. C'est celle qui soutient la rame et permet aux gondoliers de naviguer sur les canaux. Elle n'est pas réalisée par des artistes contemporains, mais taillée par des artisans qui façonnent depuis des siècles cette pièce essentielle au maniement de la gondole. Questa qua la voglio un fiantino, non so proprio che intaglio che voglio. Un fiato di pancetta. Sì, adesso non serve, dopo è seconda passata, cioè adesso ti può andare dritto. È seconda passata quando che segnerò qua, insomma, se che appena un piantino, perché non serve che sia sgonfo. En assistant à la naissance d'une forcola dans l'atelier d'un artisan vénitien, je me suis mis à penser à de nombreuses correspondances avec l'éducation thérapeutique des malades et la pédagogie médicale. Le bois est dur et résistant, mais ne se fend pas. Pour le travailler, l'artisan doit tenir compte de ses fibres propres. Le malade, bien souvent, résiste aux indications des soignants. L'artisan agit avec minutie et délicatesse, afin de respecter les caractéristiques du bois qu'il doit transformer. Ces outils doivent être bien affûtés, afin de ne pas blesser inutilement le bloc de noyer, de poirier ou de cerisier dans lequel est taillée la forcola. C'est un long travail d'approche, régulier et rythmé, pour mener à bien son projet. Pour dégrossir sa pièce, l'artisan procède par petites touches en respectant les fibres du bois. Ce travail long et délicat le rapproche du bois inerte dont il s'occupe. Il semble lui donner une âme et crée un lien avec son œuvre. Un apprenti ne peut réussir à sculpter une forcola que s'il a appris suffisamment longtemps auprès d'un maître, avec humilité et patience. Il faut en moyenne 3 ans d'apprentissage pour acquérir le savoir-faire et maîtriser la finesse et la complexité de cette pièce aux formes torsadées. Grâce au toucher, il prend la mesure de l'efficacité de son geste sur la transformation de la pièce qu'il façonne. Il lui faut environ 40 heures pour sculpter une forcola aux mensurations du gondolier. Le temps passé pour obtenir ce résultat peut difficilement être réduit. En médecine, en revanche, la recherche constante de l'efficacité tend à éloigner toujours plus les soignants de la prise en charge sensorielle et psychologique des malades. La pression pour aller vers des apprentissages rapides, qui s'appuient sur des exercices virtuels permis par la diffusion du numérique, tend à discréditer l'approche concrète liée à la palpation, au toucher et à l'observation du corps du malade. La forcola, la pièce maîtresse de la gondole, permet à la rame d'être à la fois son gouvernail, son accélérateur et son frein. C'est elle qui subit toutes les contraintes de la manœuvre et permet d'avancer. L'exemple de sa fabrication nous rappelle aussi l'importance de maîtriser la pédagogie du concret
pour faire avancer un malade. Avviarla, qui si voga, si dice quando incrocia un'altra gondola o c'è un canale stretto, qui va subito a sinistra, poi qui è quello che voga più spesso, voga normale. Un po' più in su, quando va dentro un canale stretto, allora non ci sta con il remo, allora fa un passo avanti e tiene il remo qua e quindi voga da qui a qui, insomma. Qui torna indietro, qui ferma la gondola e gira a destra. ¡Ay! ¡Bajo de hongo! ¡Bajo de hongo! ¡Ay! ¡Premando, ay! ¡Ay! La gondole a été mise au point au XVIe siècle par des bûcherons pour transporter le bois des montagnes qui a servi à faire les pilotis sur lesquels est fondée Venise. C'est un bateau à fond plat et asymétrique, de 11,50 m de long et constitué de 280 pièces de bois, qui glisse au fil de l'eau, silencieusement. La forcola est placée à tribord, à la hauteur du rameur. Elle est taillée sur mesure, selon le gabarit et le style du gondolier, en tenant compte de sa façon de ramer et de son maintien sur la gondole. Tout comme le savoir-faire de l'artisan ébéniste qui façonne la forcola, l'art de manier la gondole repose sur un geste qui nécessite plusieurs années d'apprentissage et une longue pratique des canaux de Venise. De même, l'éducation thérapeutique du malade exige pour le soignant une formation initiale complète, une grande expérience et un suivi régulier. L'acqua nord, dico!
L'élégance de cette gondole ne doit pas faire oublier sa fragilité, ni son besoin d'entretien. Sur cette gondole dont la structure, avec ses côtes, ses nervures, évoque celle du corps humain, certaines parties, très sollicitées, souffrent davantage. Comme par exemple les reins chez les hypertendus, les membres inférieurs chez les diabétiques, les poumons chez les fumeurs, ou la prostate chez l'homme, une fois passé la cinquantaine. Si l'on doit enseigner l'éducation thérapeutique aux soignants, c'est que quelque chose leur manque dans leur activité professionnelle. Si l'on doit former les malades, c'est pour les renforcer dans leur fragilité et les rendre plus autonomes. À l'origine du verre, il y a du sable, du feu et le savoir-faire d'un artisan verrier qui en fait une pâte. Grâce à l'énergie dégagée par le four, et aussi à son art, le maître verrier va savoir lui donner une forme. De vulgaires pâtes inertes, le verre devient peu à peu un objet d'admiration esthétique, prêt à remplir un usage répondant à un besoin chez l'homme. Une coupe, un vase, un verre, une cruche, tous objets utiles à l'échange social. Dans sa transparence et son épaisseur, le verre a été dompté par la force créatrice de l'homme qui a su en faire un puissant lien social et un formidable vecteur de communication. La fabrication de certains objets très complexes, comme les éléments d'un lustre, nécessite de travailler en équipe, dans un rythme et un synchronisme réglés minutieusement, un peu comme les mouvements d'un ballet. Si l'équipe de verriers n'est pas parfaitement coordonnée, parfois à la seconde près, le travail sur le verre incandescent n'est pas possible. Et la complémentarité entre les uns et les autres ne fonctionne pas. De même, dans l'éducation thérapeutique, l'efficacité de ce procédé est intimement liée à la coordination entre le patient, sa famille et les différents membres de l'équipe médicale. Former un malade à l'éducation thérapeutique, c'est lui permettre de retrouver une certaine autonomie, un chemin vers les autres. Comme pour ce morceau de verre,
c'est le transformer pour qu'il retrouve une fonction sociale. En cela, sans le savoir, le maître verrier agit un peu comme un soignant responsable, qui forme son patient à se traiter lui-même et ainsi à participer à une vie familiale, professionnelle et sociale. La maladie isole. Lorsqu'il crée une coupe, un verre ou une carafe, le verrier accomplit un geste concret, mais aussi symbolique. Son exemple ouvre des portes aux malades pour retrouver une voie vers la vie sociale. C'est pourquoi, d'ailleurs, on n'achète jamais un verre seul. Avec le geste artisanal, tous les objets se ressemblent, et pourtant chacun porte sa marque, qui le distingue légèrement des autres. C'est cette petite différence qui en fait la valeur et la richesse. Il en va de même dans le suivi à long terme des malades chroniques, où le traitement doit toujours s'adapter aux caractéristiques de chaque patient et ne peut surtout pas être standardisé. È la mano stessa che cambia, lui anche se fa 100-200 bicchieri, una piccola imperfezione tra uno e l'altro c'è sempre, e questo è anche un pregio, perché chi ci chiede i bicchieri perfetti, noi diamo i nominativi delle aziende che lavorano a macchina, noi non... così è. Alors, à votre bonne santé. Merci, merci pour le verre, merci pour l'invitation. Un piccolo brindisi. Sì. Salute. Santé. 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 Sì. Santé, Dominique. Merci per tutto. Tiziana. Di buon augurio che poi si è realizzato. Sì, sì. Perché lei parla italiano con l'accento veneziano? On voit les dessins du verre. Regarde. Mais vrai, ces dessins sont... Ils sont faits à Venise. C'est extraordinaire là. Voilà. Venise, ville unique au monde, célébrée pour la beauté de ses palais, ses églises, ses musées, ses canaux, ses gondoles. Mais au-delà des trésors qui nous attirent, qu'est-ce qui fait la magie de Venise ? C'est la convergence des rythmes, l'eau et le vent, le soleil et les ombres, les places et les ponts, les arcades des palais, des maisons, le son des cloches,
le clapot des vagues, les embarcations sillonnant les canaux en tous sens, tous ces rythmes-là qui font Venise. Venise et ses chefs-d'œuvre nous distraient de ces éléments vitaux que sont les rythmes, cet indicible qui nous traverse et crée en nous un sentiment si particulier de bien-être à Venise. Les organismes vivants sont eux aussi le lieu de convergence de ces rythmes vitaux, tous différents. La santé, c'est peut-être lorsqu'ils travaillent en harmonie. Lorsque la maladie fait irruption et provoque un mal-être, l'équilibre est rompu. L'intervention thérapeutique impose alors de nouveaux rythmes souvent étrangers à la vie des patients. Une des grandes difficultés dans l'éducation thérapeutique du malade provient de l'absence de rythme dans l'action du soignant. Les explications monotones et répétitives, sans lien direct avec les besoins du patient, provoquent une perte réciproque d'attention entre le soignant et le patient. La routine s'installe et l'habitude fige le rythme. Une autre difficulté surgit lorsque le rythme du clinicien prend le pas sur le rythme affectif et psychologique du patient, qui a déjà du mal à accepter sa maladie et à appliquer son traitement. L'expérience de Venise nous ouvre à l'indicible, à l'importance et à la force de tous ces rythmes. En médecine, tenir compte des rythmes différents de chacun permet de renforcer l'adéquation des soins aux malades. C'est ce qu'on appelle le sens clinique.
Par essence, le rythme doit se prêter à des changements permanents en fonction des besoins. Le père, qui enseigne à son fils à ramer, montre une présence bienveillante. Il semble lui dire « Fais des erreurs, ça ne fait rien, je suis là ». Bravo, guarda avanti. Tirare su più remo, visto che ti va troppo in acqua, recuperi io come prima. La pédagogie est la quête d'un rythme commun. On ne peut apprendre et changer sans un espace protégé. On ne peut enseigner sans un engagement authentique aux côtés du patient. Dans le processus pédagogique, c'est le concret et l'attitude qui priment sur la théorie et les modèles. Toute véritable pédagogie a besoin d'un espace de décantation où, sur un rythme lent, l'élève ou le patient peut assimiler les nombreuses notions apprises. À une période où l'éducation est étouffée par l'information, cet espace fondamental a tendance à disparaître. Entrer dans les rythmes et dans la force du vécu, c'est peut-être apprivoiser un peu de l'indicible. Derrière ce qui ne se dit pas, coexistent des univers liés à l'intime de chaque individu. Dans l'indicible se trouve aussi une part de réel, celle que le soignant cherche à comprendre et celle que le patient cherche à exprimer, même maladroitement. En l'absence de rythme, il ne se passe rien. Sans rythme, il n'y a ni pédagogie, ni traitement efficace. Sans rythme, il n'y a pas de vie, pas de croissance, pas de changement. Les saisons de la vie sont une succession de tensions et de transformations qui ont leur rythme propre.